Alors, je vais maintenant passer la parole à l'animateur du panel d'aujourd'hui, Monsieur Sébastien Pierroz. Sébastien est producteur pour la franchise d'actualité et culturelle ONFR+, du groupe Média TFO, une production pour laquelle il a été auparavant journaliste pendant de nombreuses années. Sébastien publie une chronique hebdomadaire dans le journal Le Droit, dans laquelle il traite des enjeux politiques et francophones en Ontario. Il a aussi publié un premier roman, entre parenthèses, en 2016, finaliste du prix du livre d'Ottawa l'année suivante. Alors, Sébastien, vous avez la parole. Merci beaucoup Kimberly et merci beaucoup à tous les participants. Juste pour mentionner le titre du panel, échéance de la cible et bilan et pistes d'avenir. On parle évidemment de la piste pour atteindre la cible de 4,4% d'immigration francophone hors Québec. On se souvient, ça avait été une cible qui avait été mise en place en 2003 et depuis, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on n'a jamais réussi à atteindre cette cible de 4,4% d'immigration francophone. Les différents panélistes vont justement faire un point sur cette cible et tenter d'avoir des conclusions sur ce qui a marché à des moments, ce qui n'a pas marché au total. Et puis peut-être, sachant que cette cible doit être revue prochainement, elle arrive à échéance l'année prochaine, voir un peu et tenir compte des réflexions à propos du renouvellement de cette cible. Alors juste, je vous présente un peu à tous le déroulement du panel. Il y aura 3 présentations d'environ 20 minutes de nos panélistes. Ça sera la première partie qui va donc durer environ 1 heure. Lors de la seconde partie, il y aura des questions du public avec notamment des questions communes pour l'ensemble de nos 3 panélistes et les questions pourront être d'ailleurs posées directement sur le clavardage. Et enfin, il y aura bien sûr un bref mot de clôture. Ça va durer donc un peu plus d'1 heure. Juste pour vous informer aussi, puis ça c'est assez important, à la fin du panel, vous aurez la possibilité de remplir un formulaire en ligne, un formulaire d'évaluation et un lien vers un sondage SurveyMonkey sera partagé à la fin de la séance et un rappel vous sera fait la semaine après le symposium. Alors, sans plus parler, je pense que maintenant on peut débuter le panel. Ce panel donc qui va être assez important, puis avec 3 acteurs donc majeurs que vous connaissez tous sur l'immigration francophone. On les voit souvent dans les médias, on les voit aussi souvent se prononcer sur cet enjeu majeur qui est l'immigration francophone pour le renouvellement et la pérennité des francophones hors Québec. Alors, sans plus tarder, je vous présente le premier panéliste, Raymond Théberge, que l'on connaît. Il est commissaire aux langues officielles du Canada depuis maintenant plusieurs années. Monsieur Théberge connaît d'ailleurs bien les communautés francophones en milieu minoritaire, même très bien, puisqu'il a été auparavant recteur de l'Université de Moncton. Raymond Théberge, je vous laisse maintenant faire votre présentation d'environ 20 minutes. Merci beaucoup. Bonjour, hello. Extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bien que la rencontre d'aujourd'hui se déroule sur une plateforme virtuelle, je tiens à souligner que je m'adresse à vous depuis le territoire du traité numéro 1, soit le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, ainsi que la patrie de la nation métisse. Donc, tout en débutant, peut-être que, comme a été mentionné par Sébastien, j'ai été impliqué dans plusieurs domaines durant ma carrière, mais j'aimerais peut-être souligner le fait qu'à un certain moment, j'étais directeur général de la Société franco-manitobaine au début des années 80. Mais ce qui est important peut-être à mentionner, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la Société de la francophonie manitobaine. Donc, c'est une définition beaucoup plus inclusive que lorsque moi j'étais et j'occupais ce poste. Donc, ça démontre d'une certaine façon l'évolution de la diversité au sein de nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. Et aussi, comme a été mentionné, j'ai été heureux et très fier d'être nommé commissaire aux langues officielles en 2018 et le temps passe très vite. Therefore, for decades, my office has been carefully monitoring immigration because it is the main driver of Canadian population growth and has a major and direct influence on Canada's demolinguistic balance. Although the federal government is not the only one involved in immigration, it plays a major role and has significant influence in setting priorities for the level and composition of immigration
to Canada outside of Quebec. I've made immigration a priority since the beginning of my mandate. Why? Because the government of Canada has obligations with respect to the equality of official languages and the development of official language minority communities, because the government of Canada is responsible for setting priorities for the level and composition of immigration to Canada outside of Quebec, and because of the importance of immigration for Canada's demographic growth and demolinguistic balance, given that for several decades, we've seen a steady decline in the demographic weight of Canada's French-speaking population outside Quebec, and an imbalance between Anglophone and Francophone immigration to Canada outside Quebec. Notre étude sur la cible d'immigration francophone menée en novembre 2021 examine de plus près les écarts vis-à-vis les admissions de résidents permanents d'expression française et cette cible et son incidence souhaitée, de maintenir du moins le poids démographique de la population d'expression française en situation minoritaire. Elle comporte notamment une analyse statistique des admissions de résidents permanents d'expression française relativement à la cible, ainsi que des estimations de l'incidence souhaitée de l'atteinte de son objectif sur le long terme, depuis le début des années 2000 à 2020. Cela a été rendu possible grâce à une entente de collaboration conclue entre le commissariat et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour l'obtention de données administratives du ministère. M. Guillaume Deschênes-Thériault, qui a mené cette étude pour nous, a réalisé la revue de littérature et de documents clés, l'analyse statistique et la consultation d'intervenants clés par l'entremise de groupes de discussion. Nous le remercions de sa diligence et de son professionnalisme dans la réalisation de son mandat. Because it followed the approach used to establish the target and the objective, the statistical analysis had certain limitations. First, it dealt solely with immigration, which is but one factor that has an impact on the demographic weight of Francophone minority communities. Other factors that can affect the demographic weight of these communities include birth rates and an aging population, transmission of French as a mother tongue between generations, and migration between regions. Second, it considered only the selection and admission of French-speaking permanent residents, which is but one step in the immigration continuum. After admission, there are other equally important factors such as linguistic retention among French-speaking permanent residents, that is, the continuity of their knowledge and use of French after admission, geographic retention of French-speaking permanent residents within Francophone minority communities over the long term, and the economic, social, and cultural integration of French-speaking permanent residents into those communities. Despite its limitations, our statistical analysis showed that despite the increase in numbers, there is a shortfall between the admission rates of French-speaking permanent residents outside Quebec and the 4.4% target. Meeting the target would not have been enough to maintain the demographic weight of Francophone minority communities, but it could have helped to reduce the decline, even more so if it had been met earlier. And a more ambitious target would be required to help maintain the demographic weight of Francophone minority communities. Bref, nous avons analysé les chiffres. Les données démontrent que même si la cible d'immigration francophone de 2003, soit 4,4% de l'immigration totale à l'extérieur du Québec, avait été atteinte de façon constante chaque année depuis l'échéance initiale de 2008, cela n'aurait pas suffi à maintenir et encore moins accroître le poids démographique de la population d'expression française à l'extérieur du Québec. Afin d'atteindre la cible de 4,4% entre 2008 et 2020, le Canada aurait dû admettre plus de 75 000 résidents permanents d'expression française supplémentaires à l'extérieur du Québec. Cela correspond à la taille d'une ville canadienne moyenne comme North Bay en Ontario ou Medicine Hat en Alberta. Si la cible avait été atteinte de façon constante
cela aurait pu freiner le déclin du poids démographique de la population d'expression française à l'extérieur du Québec, qui était de 4,4 au recensement de 2001 et de 3,8 à celui de 2016, tant selon la première langue officielle parlée que selon la langue maternelle. I'm concerned about the possible impact of immigration shortfalls on Francophone minority communities across Canada. When it set the target in 2003, the Citizenship and Immigration Canada Francophone Minority Communities Steering Committee had already been seeing deficits in Francophone immigration to these communities for decades. The accumulation of these deficits posed a major demographic impact, not to mention economic, cultural, and social impacts. Almost 20 years after setting the Francophone immigration target, it clearly still hasn't been met. Meanwhile, Francophone minority communities across Canada are keen to attract, welcome, and support newcomers. The government has obligations under the Official Languages Act and the Immigration and Refugee Protection Act to support these communities. In addition, the Government of Canada's key role in setting priorities for immigration levels and composition is a necessary condition for this work so that immigration can benefit from these communities and enhance their diversity, development, and vitality. It's time to do more and do better. Dans notre étude, je ne recommande pas de cible précise. Le gouvernement fédéral a encore beaucoup à faire avant de pouvoir fixer une nouvelle cible et de l'atteindre, en commençant par clarifier l'objectif de la cible. Somme toute, je fais 3 recommandations au gouvernement. Les 2 premières s'adressent plus spécifiquement à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Je recommande qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada procède à des analyses complètes en collaboration avec les partenaires clés et fasse rapport publiquement de la cible, de ses échéanciers et des manques à gagner depuis son adoption, ainsi que de la contribution de cette cible au maintien du poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire. L'échéance de la cible est prévue pour 2023. Ainsi, je recommande qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, avec l'aide de ses partenaires communautaires et gouvernementaux, revoie, raffine et clarifie l'objectif de la cible en ce qui a trait au rétablissement et au maintien du poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire. Revoit la cible et en adopte une plus élevée, développe des stratégies, des approches et des outils adaptés pour favoriser l'atteinte de cette nouvelle cible et de son objectif. Finalement, je recommande que le gouvernement du Canada adopte une politique d'immigration d'expression française en milieu minoritaire, de même qu'un nouvel objectif et une nouvelle cible. Cela nécessitera des partenariats solides et des stratégies à long terme. Je suivrai cette question avec la plus grande attention. I'm very pleased that the new version of the long-awaited bill to modernize the Official Languages Act has been tabled and is now a reality. This is a key phase in modernizing the Act to make it relevant, dynamic, and strong. I was also very pleased to see that the new bill recognizes immigration as one of the factors that helps to maintain and increase the demographic weight of Francophone minority communities, and that the Minister of Citizenship and Immigration is now required to adopt a policy on Francophone immigration, including objectives, targets, and indicators to enhance the vitality of Francophone minority communities. Given the vulnerability of many Francophone minority communities, I will examine the new obligations to ensure that they have the greatest possible impact. De façon générale, je suis rassuré de voir que la question de l'immigration francophone demeure au cœur de l'actualité et que les initiatives se multiplient à l'échelle du pays pour soutenir l'immigration francophone dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Je suis d'avis que des occasions comme ce symposium
sont très importantes pour faciliter le partage des perspectives et des idées de la part d'intervenantes et d'intervenants divers, issus des milieux académiques, communautaires et gouvernementaux. J'ai hâte d'entendre les autres présentations et d'échanger avec vous sur cet enjeu clé pour l'avenir du Canada et de ses communautés. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Raymond Théberge, pour cette intervention, une intervention très appréciée. Juste pour vous rappeler qu'on prendra à la fin des discours des trois panélistes les questions. Vous pouvez les poser en tout temps par le clavardage. Maintenant, sans plus tarder, passons à notre second intervenant qu'on connaît aussi. Alain Dupuis est directeur général de la FCFI. Il est directeur depuis 5 ans, il me semble. J'avais connu Alain auparavant en tant que directeur général du regroupement étudiant franco-ontarien. Alain avait été dans ses fonctions l'un des pionniers pour l'Université de l'Ontario français. Alain Dupuis, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et je vais vous partager une petite présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, je prends la parole à partir d'Ottawa sur les territoires traditionnels non cédés de la nation Anishinaabe-Algonquine. Je suis très heureux d'être là parmi vous pour vous partager les réflexions des communautés francophones et acadiennes en lien avec la cible actuelle et la future cible fédérale en immigration francophone. Mon intervention d'aujourd'hui mettra en lumière le rôle crucial que joue l'immigration dans le développement et la croissance à long terme de la francophonie canadienne. Je soulignerai tout le potentiel que nous avons devant nous si nous réussissons à développer une politique publique ambitieuse qui investira les moyens et les efforts nécessaires pour arriver à ses fins. Une politique publique qui mettra le développement des communautés et le bien-être des immigrants d'expression française au cœur de sa démarche. Nous avons une occasion historique au cours des prochaines semaines et mois de changer la trajectoire de la francophonie canadienne. Comme plusieurs, j'observe un déclin inquiétant et la fragilisation du français à travers le Canada. Mais ce déclin n'est pas une fatalité. Il y a moyen d'outiller la francophonie pour qu'elle soit sur la voie de la croissance, comme c'est le cas de l'ensemble de la population canadienne. Je vous ferai donc part de quelques-unes de nos réflexions pour atteindre cette vision et ce projet de société ensemble. Alors, pour une petite mise en contexte, bien sûr, comme vous le savez, l'immigration est la principale source de croissance de la population au Canada. L'accroissement migratoire dépasse désormais largement l'effet de l'accroissement naturel, c'est-à-dire les naissances et les décès. Et entre 2017 et 2018, 80% de la croissance de la population canadienne était due à l'immigration. Et d'ici quelques années, les études démontrent que ce sera le seul élément contribuant à la croissance démographique au Canada. Et donc, nous le savons, la croissance le nombre d'admissions annuelles de résidents permanents au Canada est à la hausse. Et donc, c'est important d'agir maintenant pour s'assurer que la francophonie canadienne puisse également bénéficier de cet apport d'immigrants d'expression française d'un peu partout par le monde. Cela dit, dans les dernières années, l'immigration n'a pas autant contribué que ce que nous aurions souhaité à la croissance de la francophonie canadienne. Alors, la population majoritaire au Canada, comme vous le savez, a augmenté de façon beaucoup plus importante en nombre absolu et en proportion à comparer à la francophonie canadienne. Entre-temps, il y a eu un déclin démographique important de la francophonie à l'extérieur du Québec. En 1971, la francophonie hors Québec représentait 6,1% de la population. Et en 2021, aujourd'hui, nous sommes probablement autour du 3,3%. Nous avons hâte de voir les données du dernier recensement, mais en 2016, nous représentions 3,6% de la population à l'extérieur du Québec. Et donc, Statistique Canada prévoit que si la tendance se maintient, nous serons à 3,1% de la population d'ici 2036. Donc, il y a urgence d'agir
Et on le sait, oui, cette baisse démographique est due au fait que nous n'avons pas accueilli dans les mêmes proportions que la majorité des immigrants, mais aussi due au vieillissement de la population, à la baisse des natalités et bien sûr à l'assimilation linguistique qui continue à être un enjeu majeur pour nos communautés. Donc, cette baisse du poids démographique, nous le savons, a un impact majeur sur la présence du français dans la société canadienne, mais aussi sur la capacité des francophones de se prévaloir de leurs droits linguistiques. Dans certaines juridictions, nous pourrions même voir un déclin des services en français si ces tendances démographiques se maintiennent et bien sûr une difficulté grandissante pour les communautés francophones d'accéder aux lieux de décision, d'élire des députés, des conseillers, etc., à des postes de décision. Et donc, il y a un impact majeur, la croissance démographique, pas la croissance démographique, mais la baisse du poids démographique a un impact majeur sur les droits linguistiques des francophones partout au pays. En 1991, c'est, je dirais, la première fois que la FCFA a pris position officiellement sur la question de la diversité, de l'immigration. Donc, nous avons publié une première étude des communautés francophones et acadiennes face au pluralisme. C'était à la suite notamment de l'adoption de la loi canadienne sur le multiculturalisme. Et en 2001, nous avons entamé notamment une grande tournée de dialogue avec les communautés francophones et acadiennes. Et c'est à ce moment-là que les communautés ont indiqué que l'immigration devait absolument faire partie de l'avenir de nos communautés et que nous devions nous mobiliser pour créer tout un réseau d'appui et de services pour servir les immigrants d'expression française à travers le pays. C'est également à ce moment-là où nous avons mis sur pied le comité IRCC-CFSM, CIC-CFSM, qui est un comité qui permet un dialogue régulier et constant entre le ministère fédéral et les communautés francophones et acadiennes. En 2003, c'est le premier plan d'action pour les langues officielles, où nos communautés indiquent l'immigration comme étant une priorité, mais c'est également la première fois où on établit ensemble avec le ministère un cadre stratégique pour favoriser l'immigration au sein des communautés. Et c'est à ce moment-là qu'on adopte la cible de 4,4 %. En 2003, c'était une cible qui devait avoir comme échéancier 2008. Et donc, nous nous étions donné 5 ans pour atteindre cette première cible de 4,4 % en immigration francophone. Et bien sûr, nous avons structuré davantage la démarche en 2006 en adoptant un plan stratégique conjoint avec le ministère pour atteindre cette cible. Alors, en 2009, en 2008, finalement, le premier échéancier de la cible n'a pas été atteint et nous avons révisé le plan pour prolonger ou retarder l'atteinte de la cible à l'année 2023. Et donc, nous avons dit que nous aurions une cible intérimaire entre 2009 et 2023, au minimum, que nous pourrions accueillir 1,8 % d'immigrants d'expression française. Mais bien sûr, le 4,4 était un plancher et non juste une fin en soi. Et on espérait pouvoir l'atteindre avant 2023. Donc, en 2013, bien sûr, il y a eu aussi une cible de 4 % d'immigration économique sous le gouvernement Harper. On voulait favoriser davantage ce volet-là de l'immigration. Et cette cible-là d'immigration économique non plus n'a pas été atteinte. Et en 2019, le gouvernement a publié une nouvelle stratégie en matière d'immigration francophone qui visait des nouvelles mesures pour atteindre la cible de 2023, dont des points supplémentaires dans le système d'immigration économique entrée express. Et en 2021, nous avons vu le document de réforme de la ministre Joly en février 2021 qui notamment soulignait l'importance de l'immigration francophone pour notre avenir et qu'on devait avoir une politique en immigration francophone qui allait maintenir le poids démographique à 4,4 % de la population. Donc, ici, vous voyez le tableau, c'est vraiment l'évolution de la proportion de résidents permanents francophones admis annuellement depuis 2008. Alors, malheureusement, pendant plusieurs années, nous étions sous la barre du 2 %.
Et en 2019 et en 2020, pour la première fois, on s'approchait de nos objectifs. Notamment, c'est en raison des points supplémentaires qui ont été ajoutés dans Entrée Express, mais également une nouvelle définition plus inclusive de l'immigrant d'expression française. Alors, c'est ce qui explique un peu la deuxième mesure là, en orange à l'écran. Ce sont les chiffres les plus récents. Mais maintenant, qu'est-ce que ça raconte? Il faut regarder aussi ces chiffres-là de façon en nombre absolu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, si je prends seulement les 5 dernières années, eh bien, vous voyez ici, là, en bleu, c'est le nombre de personnes que nous avons accueillies dans nos communautés et l'écart entre le nombre de personnes qui sont arrivées dans nos communautés et la cible de 4,4 %. Alors, il y a quand même toujours eu ce manque à gagner important là, au niveau de notre accueil, de l'atteinte de la cible. Et bien qu'en 2020, nous avions une augmentation, c'était 3,6 % d'immigrants d'expression française à l'extérieur du Québec. En nombre absolu, en fait, ça a été une chute d'un peu moins de 3 000 personnes qui sont arrivées au Canada. Bien sûr, ce sont les effets de la pandémie et la fermeture des frontières. La COVID a et continue à avoir un effet majeur sur la capacité d'atteindre la cible. Nous avons reçu la semaine passée également les nouvelles données de l'année 2021 et bien que nous avions fait des progrès en 2020 au niveau de l'atteinte de la cible, en 2021, nous étions en dessous du 2 % à 1,95 % d'immigrants francophones. Alors, il y a eu une baisse au niveau de la proportion en 2021. Alors, mon prédécesseur dans l'ordre de présentation, M. Théberge, nous a parlé de son étude qui soulignait que si nous avions atteint la cible pour le premier échéancier en 2008 jusqu'à aujourd'hui, ça aurait voulu dire 76 000 personnes de plus dans nos communautés. C'est l'équivalent de la population francophone totale de la Colombie-Britannique. Alors, on voit les conséquences de la non-atteinte de cette cible, c'est majeur, mais c'est aussi un potentiel qu'il faut saisir pour une nouvelle cible. Et que mais cela dit, il faut bien réfléchir à la prochaine cible parce que, comme M. Théberge le disait, même si on avait atteint la cible de 4,4 %, elle n'aurait pas suffi pour maintenir le poids démographique des communautés. Alors, les pressions sont assez importantes sur le poids démographique pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, bien sûr, l'immigration, mais aussi l'assimilation que je mentionnais et aussi le vieillissement de la population. Donc, la prochaine cible doit avoir un objectif clair en matière de rétablissement et de maintien du poids démographique et être accompagnée des outils nécessaires pour son atteinte. À quoi devrait ressembler la prochaine cible en immigration francophone? Bien, la FCFA travaille depuis des mois avec une équipe de chercheurs et je suis très fier de vous présenter aujourd'hui les premières données qui sortent de ces projections démographiques. Alors, nous avons utilisé le modèle DEMOCIM, qui est le modèle utilisé par Statistique Canada pour prévoir la croissance et l'évolution de la population canadienne pour les prochaines années. Ce modèle-là, bien sûr, tient compte des naissances et des décès, des migrations interprovinciales, des transferts linguistiques et j'en passe. Et donc, nous avons demandé quelques projections pour faire l'exercice à quoi devrait ressembler cette prochaine cible en immigration francophone. Et donc, Statistique Canada a gentiment collaboré avec nous et ajouté des données linguistiques du recensement de 2016, ajouter des hypothèses spécifiques liées à l'immigration internationale francophone et ajouter également des données réelles des admissions de résidents permanents francophones entre 2016 et 2020. Et donc, voici ce que ça donne. C'est un tableau qui est très petit, j'en conviens, alors je vais vous expliquer ces chiffres-là. Donc, à quoi pourrait ressembler cette nouvelle cible? On a fait des projections à partir de 2020 jusqu'en 2036, qui était, dans le fond, l'année là où le modèle démographique de Statistique Canada s'étendait jusqu'à 2036. Donc, ce tableau montre les scénarios de nouvelles cibles et leur impact potentiel sur le poids démographique des communautés. Il s'agit ici d'un modèle qui propose des cibles annuelles entre 2020 et 2036. Et ce qu'on voit ici, là, c'est très petit,
mais c'est qu'il nous faudrait un minimum de 8 d'immigrants d'expression française par année pour maintenir le poids démographique actuel de la francophonie. Il nous faudrait 16 pour rétablir ce poids démographique à 4,4 et il nous faudrait au moins 20 pour faire croître au-delà de 4,4 le poids démographique de la francophonie canadienne. Et quand le commissaire nous amène à réfléchir à quel devrait être l'objectif de cette prochaine cible, c'est très important d'avoir des données probantes à l'appui. Et nous, c'est ce qu'on cherchait à faire, c'est de faire ces scénarios-là pour qu'on puisse collectivement réfléchir ce à quoi devrait ressembler cette nouvelle cible. Alors, comme je vous disais, ça prendrait au moins 8 pour maintenir le poids démographique actuel de la francophonie, 10 pour qu'il croître, qu'il y ait un accroissement et au moins 16 ou plus pour le rétablir à ce qu'il était au début des années 2000. Donc, au cours des prochaines semaines, la FCFA rendra publique une demande officielle au nom des communautés francophones et acadiennes pour cette nouvelle cible et elle sera basée dans ces données et dans ces projections démographiques. Pour nous, il est clair que la prochaine cible doit tenir compte du besoin d'un rattrapage, donc une certaine mesure de réparation et d'un objectif de croissance de nos communautés par la suite. J'aime toujours le rappeler, nous aussi, nous aspirons un jour à avoir des communautés qui ne sont pas en déclin, mais qui sont en croissance et qui sont en revitalisation. Et donc, nous allons prendre tous ces éléments en considération pour faire ce choix très important et très stratégique pour les communautés pour une prochaine cible. D'ailleurs, la prochaine cible, nous le souhaitons, sera une cible annuelle plutôt qu'une cible échelonnée aux 5 ans. Et bien sûr, elle devra être déclinée par région parce qu'on le sait, on souhaite au moins un maintien, sinon une croissance du poids démographique dans chacune des régions. Mais évidemment, l'immigration n'est pas égale et n'a pas le même impact partout au pays. Il y a plusieurs différences régionales là, par rapport au nombre de personnes qui sont reçues par région. Et donc, comment atteindre nos prochaines cibles ou nos cibles? Voici quelques éléments ou quelques idées que les communautés mettent de l'avant et vont continuer à mettre de l'avant au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, comment atteindre la cible de 4,4 d'ici 2023? Bien, il y a certainement certaines choses qui peuvent être faites d'ici les 2 années, en 2022 et en 2023, pour qu'on se rapproche de cette cible de 4,4 D'abord et avant tout, traiter en priorité les demandes francophones qui sont dans l'inventaire actuel. Il y a eu un certain retard de traitement de dossiers en raison de la pandémie. Et donc, il y a des dizaines de milliers, semble-t-il, de dossiers francophones qui veulent s'établir hors Québec dans cet inventaire-là. Et donc, est-ce possible que le ministère et le gouvernement du Canada traitent d'abord et avant tout peut-être certains dossiers d'expression française pour atteindre ces objectifs? Deuxième élément, de rendre permanent la passerelle temporaire qui avait été ouverte l'année dernière entre la résidence temporaire et la résidence permanente. Donc, IRCC avait ouvert cette voie temporaire pendant la COVID pour une durée de 6 mois qui permettait aux résidents temporaires qui étaient déjà en sol canadien de faire une demande expéditive vers la résidence permanente. Et on le sait, ça a eu quand même un bel effet. Il y a eu plusieurs milliers de dossiers francophones qui ont été soumis là, dans le cadre de cette passerelle temporaire. Alors, y a-t-il un potentiel de rendre permanente cette passerelle-là pour les candidats d'expression française? Et le troisième élément, c'est de créer un bassin ou des quotas francophones dans les différents programmes d'immigration existants, potentiellement dans le programme Entrée Express pour commencer, qui d'ailleurs est en révision par le ministre de l'Immigration. Mais après 2023, avec une nouvelle cible en immigration francophone, qu'est-ce qu'on a de besoin? Quels sont les outils qu'on a de besoin dans une politique pour atteindre une cible beaucoup plus ambitieuse? Eh bien, nous le souhaitons, la FCFA, qu'on considère créer un programme distinct pour l'immigration francophone
qui sera intégré au plan annuel des niveaux que le ministre dépose au Parlement. Alors, comme vous le savez, le ministre annuellement révise les objectifs globaux du Canada en immigration, nous dit combien de centaines de mille personnes seront accueillies par le pays et dans quelle catégorie d'immigration nous allons atteindre ces objectifs-là. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est un programme distinct pour nous permettre d'atteindre les cibles en immigration francophone, nos nouvelles cibles, et qu'on décline ce programme-là, bien sûr, selon différentes catégories d'immigration. On peut penser à l'immigration économique, qui est quand même la voie principale de l'immigration francophone actuellement. Il y a aussi tout un volet familial à développer et bien sûr un volet pour les réfugiés. Quelques exemples que je peux donner en immigration économique, bien sûr, on pourrait explorer des quotas numériques dans le programme Entrée Express, je l'ai mentionné. On pourrait explorer de mettre en place un incubateur francophone d'entreprise à l'échelle régionale à travers le programme des visas pour le démarrage d'entreprise. On pourrait cibler les programmes selon les besoins de main-d'œuvre spécifiques des communautés francophones et acadiennes. On l'a vu dans le programme du Nord et des régions. Nous avons ciblé des employeurs spécifiques qui avaient des besoins spécifiques en termes de main-d'œuvre et on faisait venir de façon expéditive, on traitait de façon plus expéditive certaines demandes pour répondre aux besoins des économies régionales. Et là, pourquoi pas développer un projet pilote francophone économique de ce genre-là où on met les employeurs francophones et bilingues au service finalement du programme, mais c'est bénéfique également pour les communautés qui sélectionnent, qui ont un rôle dans la sélection des immigrants. Et bien sûr, quand je parle des réfugiés ici, il y aurait un potentiel que le gouvernement fédéral développe ou collabore avec l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, l'Organisation internationale pour l'immigration, pour que le Canada développe une compétence spécifique pour la réinstallation des personnes réfugiées qui viennent de régions du monde qui sont membres de la francophonie. On pense notamment en Afrique subsaharienne. Alors, est-ce que le Canada pourrait développer une spécialisation dans l'accueil de réfugiés d'expression française? C'est définitivement quelque chose à explorer. Et le dernier élément, c'est bien sûr, en 2018, il y a eu un plan fédéral, provincial, territorial en immigration francophone qui a été adopté. C'était historique. Toutes les juridictions ont signé ce plan-là, mais ça fait déjà 5 ans. Et c'est le temps de revoir aussi quel est le rôle des provinces et territoires et quelles sont les cibles que les provinces et territoires également pourraient se donner pour atteindre les objectifs nationaux en immigration francophone. Donc, il y a tout un travail d'actualisation qui est nécessaire pour que les provinces sélectionnent davantage de candidats francophones. Des mesures spécifiques à certaines régions également sont nécessaires. On le sait, la francophonie est en croissance dans le monde et ça passe surtout par l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Et donc, il y a tout un travail ici aussi pour développer une stratégie de promotion et de recrutement qui cible des pays sources de la francophonie. Augmenter les capacités aussi de traitement des visas dans ces régions. Vous le savez probablement, le bureau de Dakar dessert 16 pays différents de l'Afrique qui comptent 276 millions d'habitants, dont 12 de ces 16 pays-là sont des pays de la francophonie. Donc, le bureau, est-ce qu'il faut une présence accrue, une capacité de traitement accrue de visas pour les pays de la francophonie? Nous, on estime que oui. Et bien sûr, il faut aussi que les organismes et institutions des communautés puissent être mis à contribution dans cette stratégie de promotion par et pour les communautés francophones. Et par rapport à ce rôle accru des communautés, ce n'est pas juste un objectif qu'on veut donner au gouvernement fédéral. Les communautés veulent mettre la main à la pâte et sont prêtes à jouer leur rôle également. Elles sont prêtes à augmenter les capacités et les services offerts en français sur le plan de l'établissement, notamment en réinstallation pour les réfugiés. Les communautés sont prêtes à jouer un rôle spécifique dans la promotion et la sélection des immigrants d'expression française. Elles sont prêtes à mobiliser davantage les employeurs francophones et bilingues pour qu'on sélectionne des candidats d'expression française. Et bien sûr, elles sont engagées dans une démarche de sensibilisation permanente
pour créer des communautés inclusives et lutter contre le racisme. Et ça, il faut être très conscient, c'est un effort continu que les communautés francophones comme anglophones vont devoir faire. Plus le Canada devient un pays diversifié, eh bien, il faut toujours se rappeler que ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis et il va falloir s'outiller pour lutter contre toute forme d'exclusion. Et donc, je vais m'arrêter là, mais je pense que la francophonie canadienne est un croisement des chemins. Nous avons une occasion historique de faire différemment et de miser sur des mesures ambitieuses et spécifiques pour répondre aux besoins de la francophonie. Les communautés sont prêtes à faire leur bout de chemin et pour qu'on arrive enfin à raconter l'histoire des communautés francophones et acadiennes, non pas seulement comme une histoire de déclin et de combat, mais aussi de croissance et de revitalisation qui fera la fierté du Canada tout entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain Dupuis pour cette présentation, une présentation très intéressante avec beaucoup de chiffres. Maintenant, place à notre troisième invitée. Elle est un peu moins connue en francophonie, mais son rôle est tout aussi important, il faut le dire. Corinne Prince, elle est sous-ministre adjointe intérimaire à l'établissement de l'intégration à immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne. C'est donc vraiment une actrice, une représentante en matière d'immigration. Madame Prince, c'est à vous. Et juste pour petite parenthèse, vous pouvez toujours poser vos questions par le clavardage. Elles seront adressées à nos trois panélistes en fin des trois panels. Merci beaucoup. Madame Prince, c'est à vous. Merci beaucoup, Sébastien, Madame Roy, Alain et l'équipe FCFA pour l'invitation. Bonjour, Monsieur Théberge et à toutes et à tous. Je prends la parole d'Ottawa, de la terrain non cédé des peuples Anishinaabe algonquins aujourd'hui. Et il me fait un grand plaisir de participer à cette discussion à propos de la cible en immigration francophone comme françaiscoise et comme directrice générale à IRCC. Je suis très heureuse de discuter avec vous de cet enjeu fondamental afin de partager nos efforts à IRCC et d'entendre vos idées. Diapo 2, s'il vous plaît, Guillaume. Ma présentation va aborder le contexte de l'immigration et décrire certaines de nos réalisations. Je vais ensuite présenter les progrès vers l'atteinte de la cible et les occasions à saisir à l'avenir. Diapo 3, s'il vous plaît. Avant d'entrer dans le vif au sujet, j'aimerais reconnaître la contribution du commissaire Théberge et de ses prédécesseurs qui font avancer le dossier de l'immigration francophone. Nous avons favorablement accueilli l'étude sur la cible et prenons en acte des recommandations. Il faut aussi souligner que le FCFA est un partenaire clé pour IRCC. Nous favorisons une approche de dialogue et de discussions fréquentes. En ce qui est trait à la cible d'immigration de 4,4 d'ici 2023, nous comprenons clairement comment le poids démographique peut contribuer à la vitalité des communautés. IRCC est fermement engagé à contribuer à cette vitalité en augmentant l'immigration francophone et en appuyant tout le continuum d'immigration. Cependant, il faut faire deux remarques importantes sur la nature de la contribution d'IRCC. Première remarque, il y a une multitude de facteurs qui influencent le poids démographique. Par exemple, comme M. Théberge a mentionné, la transmission de la langue aux enfants, l'éducation en français, la mobilité géographique et les perspectives économiques influencent la démographie. Il est donc essentiel que nos efforts en immigration soient soutenus par des initiatives dans d'autres domaines si l'on veut tous ensemble renverser la baisse du poids démographique. IRCC ne peut agir seul. Et la deuxième remarque,
Le Canada a un plan de niveau très ambitieux pour 2022 à 2024. On vise notamment d'accueillir l'équivalent d'au moins 1% de notre population tous les ans. À cela s'ajoute un certain rattrapage pour tenir compte des effets de la COVID et de la fermeture des frontières en 2020 et 2021. Ce contexte augmente les attentes pour maintenir le poids démographique des communautés. Il faut en même temps augmenter les nombres et les proportions d'immigrants francophones pour suivre le courant canadien. Diapo 4, s'il vous plaît, Guillaume. IRCC a posé plusieurs actions concrètes en fonction de l'objectif de 4,4% d'ici 2023 et a fait des progrès. I would simply like to clarify, however, just before I begin, that when the target was reset by the Francophone community and the federal government in 2008, as Alain mentioned, it was set to attain 4.4% of Francophone immigrants by 2023. As ERCC is criticized, we hear that the target has not been realized in 20 years. But in reality, the FCFA, the Francophone community, and the federal government agreed in 2008 that it would take at least 15 years to attain this target by 2023. We did not miss the target. 2023 has not yet arrived. Ça, c'est un point très important. Ça ne veut pas dire que nous pouvons rien faire. Ça veut dire que nous devrions faire plus ensemble. Mais c'est un point très important. C'est pour ça qu'on a lancé la stratégie d'immigration francophone en 2019. Elle a marqué un tournant et nous avons tout de suite vu des améliorations dans le pourcentage d'immigrants accueillis. Nous travaillons sur tout le continuum de l'immigration, de la promotion au recrutement, à la sélection, à l'établissement, à l'intégration et à la rétention. Diapo 5, s'il vous plaît, Guillaume. Passons maintenant à quelques réalisations du ministère afin de faire un bref bilan. Nous avons fait beaucoup de travail à l'étranger pour promouvoir l'immigration francophone. Destination Canada est devenu un événement fort. Nous avons aussi adopté une approche beaucoup plus ciblée pour aligner nos efforts promotionnels sur les demandes du marché du travail au Canada. En 2020, Destination Canada a pris un tournant virtuel. Cela a permis à un plus grand nombre de personnes provenant d'un large éventail de secteurs et de pays d'y participer. Plus que 177 000 candidats provenant de plus de 180 pays, plus de 4 fois plus que les années précédentes, dont 86% de l'extérieur de l'Europe. En plus, 8 500 personnes ont été invitées à participer au forum en direct. Et le forum était disponible jusqu'à la fin de décembre pour toutes les personnes qui s'étaient inscrites et plus de 37 000 personnes se sont connectées à la plateforme pendant cette période. Et très important, plus de 4 000 emplois étaient disponibles. Les organismes communautaires y participent activement. Leurs efforts visent à attirer des éducateurs de la petite enfance, des enseignants et des étudiants internationaux. IRCC, cette association avec le ACUFC pour promouvoir le programme des étudiants internationaux auprès d'établissements ciblés. Un projet pilote a été mené en novembre 2021 au Sénégal.
Cette activité sera reprise dans plusieurs régions du monde au cours des prochains mois. 140 personnes étudiants sénégalais ont participé et l'activité a été répétée au Maghreb et le sera en Afrique de l'Est le 30 mars, au EAU le 18 mars et en Chine le 16 mars. En partenariat avec REDE Canada, un nouvel événement virtuel spécial axé exclusivement sur le recrutement d'enseignants en français et en immersion de la maternelle à la 12e année, d'éducateurs de la petite enfance et d'enseignants de français langue seconde, a été organisé le 25 et le 26 février. Donc, plusieurs événements additionnels pour adresser le contexte actuel. Une importante initiative en sélection est celle de la voie d'accès à la résidence temporaire à la résidence permanente. Alain vient de mentionner celui aussi, et ça vise les travailleurs essentiels et les étudiants internationaux d'expression française récemment diplômés. Environ 8% des demandes reçues dans ce programme provenaient de candidats d'expression française. Et nous avons aussi augmenté les points accordés aux candidats d'expression française dans le cadre d'entrée express. Il s'agit d'une mesure structurante qui a donné de bons résultats. En 2020, 5,2% des candidats invités étaient d'expression française. Diapo 6, s'il vous plaît, Guillaume. Un élément clé de notre stratégie est la collaboration avec nos partenaires gouvernementaux et communautaires. En 2018, les ministres de la francophonie et de l'immigration ont conclu un plan d'action commun qui définit certains objectifs et actions prioritaires de chacun. Cette concertation intergouvernementale est nécessaire et responsabilise chacun des partenaires. Les provinces et les territoires participent aux efforts de promotion avec Destination Canada et ils font aussi de recrutement principalement dans les catégories économiques. Le programme des candidats de province bonifie nos efforts fédéraux. Mais nous pouvons faire plus et je vais continuer à pousser nos partenaires dans les provinces et territoires. Au niveau de la collaboration communautaire, le ministère reste constamment à l'écoute des besoins. Nous cherchons à faire vivre une approche pour et par les francophones. Cela se manifeste dans la conception et livraison des services de l'établissement offerts aux immigrants. Nous appuyons la formation continue et la concertation entre les organismes communautaires, notamment les réseaux en immigration francophone. Les communautés jouent un rôle actif dans la réussite de l'immigration francophone et leur engagement continu est apprécié et très nécessaire. En matière d'établissement, nous avons veillé à consolider le parcours d'intégration francophone dès 2018. Ces services d'accueil, d'accompagnement et d'intégration des nouveaux arrivants visent aussi à créer un sentiment d'appartenance envers leur communauté d'accueil. Les services sont disponibles avant l'arrivée et continuent jusqu'à l'obtention de la citoyenneté. Nous avons renforcé et amélioré la prestation de services en passant de 50 à près de 80 fournisseurs de services d'établissement en 2020. Nous constatons que le ratio de nouveaux arrivants qui reçoivent le service en français donné par des organisations francophones augmente d'année en année. L'initiative des communautés accueillantes montre aussi les bienfaits d'une approche collaborative où les communautés sont au centre des décisions et de la mise en œuvre de services adaptés aux besoins locaux.
nous avons mis sur pied un comité consultatif national en établissement francophone, composé d'experts, dont le FCFA. Il y a eu des dialogues stratégiques très fructueux en février dernier. Donc, nous avons fait des progrès marqués vers l'atteinte de la cible de 4,4 % d'ici 2023. Les données récentes montrent clairement une pente ascendante des proportions en 2019 et en 2020 avant la pandémie. Nous sommes passés de 2,8 % en 2019 et à 3,6 % en 2020. Ces progrès sont notamment attribuables aux changements que nous avons faits à l'entrée express pour favoriser les candidats d'expression française dans vos communautés. Malheureusement, la pandémie a ralenti un peu cet élan. Au-delà de la cible en immigration exprimée en pourcentage, il ne faut pas oublier l'effet cumulatif des nombres d'immigrants qui sont déjà arrivés et qui s'intègrent. Au cours des 5 dernières années, il s'agit d'environ 30 000 immigrants d'expression française qui se sont installés dans vos communautés. L'immigration en chiffres bruts augmente la densité des communautés francophones, c'est-à-dire qu'il y a davantage de francophones dans une région ou ville donnée, ce qui influence positivement la vitalité. Par exemple, la construction des écoles de langue française dépend surtout du nombre d'élèves francophones potentiels et non pas de la taille de la majorité anglophone. Il y a eu de succès réels menés par des immigrants au sein des communautés et du réseau associatif. Les immigrants y sont davantage visibles au sein des organismes et dynamisent une foule de secteurs de la vie communautaire, les écoles, la culture, l'économie, etc. L'arrivée soutenue d'immigrants en francophonie canadienne renforce la résilience communautaire. Je viens de faire un bilan de nos actions et résultats récents. Quelles sont les prochaines étapes et les actions à envisager à plus long terme? Je suis, par nature, de nature optimiste et je crois que le ministère est en bonne posture, mais on peut toujours faire plus. Il y a des actions concrètes à prendre qui pourront avoir un effet positif sur l'atteinte de la cible. La pandémie, une espèce de tempête parfaite, nous a joué des tours, mais les bons outils sont toujours en place et nous pouvons les diversifier et les bonifier. Les bassins de candidats d'expression française qui demeurent relativement élevés. Comme Alain a noté, il y a un nombre important de candidats dans nos inventaires actuels. Pour réussir, il suffit de traiter les demandes le plus rapidement possible et rediriger les immigrants vers les services d'établissement disponibles sur le terrain. Nous avons un briefage clé cette semaine avec notre ministre et plusieurs de ses idées vont être partagées avec lui. En puissant dans les bassins existants de candidats francophones, nous avons de bonnes chances d'augmenter le nombre et le pourcentage d'immigrants d'expression française avant l'échéance en 2023. Un autre signe encourageant concerne l'entrée express, qui alimente beaucoup l'immigration francophone. Nous avons continué à faire de la promotion malgré la pandémie et l'intérêt est toujours là. J'ai bon espoir lorsque les prochaines rondes génériques d'invitation à postuler se mettront en marche, qu'il y aura de plus en plus de candidats francophones admis grâce à l'entrée express. À plus long terme, il faudra accentuer la promotion pour continuellement remplir ces bassins de francophones. Nous avons aussi des projets pilotes qui sont d'un grand intérêt pour vos communautés.
celui de l'immigration dans les communautés rurales et du Nord, et celui des candidats municipaux. Parfois, des nombres modestes ont des effets considérables pour certaines communautés francophones. Cela marche bien parce que nos outils de sélection sont bien adaptés pour répondre aux besoins et à la mobilisation locale. Nous avons aussi créé une voie d'accès permanente avec le programme d'immigration au Canada Atlantique. Il permet aux employeurs francophones et acadiens d'embaucher davantage de candidats qualifiés. Aussi, le programme des candidats des provinces contribue à l'effort collectif d'augmenter le nombre et le pourcentage d'immigrants. Ces actions à court terme auront un effet direct sur l'atteinte de la cible. Nous pensons aussi à plus long terme et il y a des occasions à saisir. Le gouvernement vient de déposer le projet de loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada. Cette modernisation pourrait bien faire avancer le dossier, même plus, de l'immigration francophone. Nous y reconnaissons le rôle clé de l'immigration pour la vitalité des communautés. C'est un des facteurs, parmi d'autres, qui influencent l'équilibre démographique. Une des mesures législatives importantes proposées est celle d'adopter une politique sur l'immigration francophone. Cette politique, si la loi est adoptée, comprendra des objectifs, des cibles et des indicateurs en matière d'immigration francophone. Nous allons bien sûr consulter nos partenaires, organismes et communautés sur la politique et les enjeux qui en découlent. Ces efforts de donner un nouveau souffle à l'immigration francophone, à travailler vers des cibles ambitieuses, pourraient bénéficier de nouvelles ressources financières dans un éventuel plan d'action pour les langues officielles 2023 à 2028. Nous pourrions donc mettre en œuvre des mesures administratives prometteuses avec des investissements potentiels en immigration, intégration pour l'amélioration continue des services, en formation linguistique pour favoriser l'intégration socio-économique des immigrants d'expression française. Et finalement, pour établir un corridor d'enseignants francophones et du français. Encore une fois, nos actions vont se faire en consultation avec les organismes communautaires. La modernisation de la loi sur les langues officielles, le plan d'action et le travail collaboratif qui va en découler donnent des belles occasions de se rapprocher des objectifs ambitieux en immigration francophone. Diapo 10, s'il vous plaît, Guillaume. Regard vers l'avenir. En guise de conclusion, j'aimerais regarder vers l'avenir. Ce que nous savons, malheureusement, est que le monde traverse actuellement deux crises humanitaires majeures. En Ukraine, évidemment, mais aussi en Afghanistan. Nous ne pouvons pas faire abstraction de ce contexte qui va mettre le système canadien d'immigration à l'épreuve. Le travail en immigration francophone va se poursuivre. Nous avons créé un certain momentum positif en 2019 et 2020 et nous voulons poursuivre cette lancée et faire plus. Moi et mon équipe sont prêts à faire plus pour, par et avec vous tous. Pour réussir, IRCC devra bâtir sur les progrès récents et continuer à innover. Il faut travailler sur tout le continuum de l'immigration francophone et solidifier chaque maillon. Nos succès à IRCC, et il y en a eu, sont grâce à la collaboration étroite avec les organismes porte-parole, les fournisseurs de services d'établissement et la multitude d'intervenants
sur le terrain. Nos succès sont aussi vos succès. Parfois, vos défis sont aussi nos défis. Nous sommes dans le même bateau. IRCC va continuer à relever le défi pour atteindre la cible d'ici 2023. Il s'agit d'un objectif collectif qui demande la participation active de tous les partenaires ici présents. Nous ne pouvons pas réussir seuls et je vous invite à réfléchir sur le rôle que vous pouvez jouer dans vos sphères d'activité respectives. Chacun peut y contribuer. Merci beaucoup, Sébastien, pour le temps aujourd'hui. Je vous passe la parole. Merci beaucoup à Madame Prince pour cette présentation. S'il y a un mot qu'on doit retenir, c'est bien sûr, on peut toujours faire plus. Je pense que c'était un des leitmotifs de votre présentation. Merci aussi à Monsieur Théberge et puis à Monsieur Dupuis qui vous avait précédé dans cette présentation. Juste pour vous rappeler qu'il est encore pas trop tard, vous pouvez toujours poser les questions par le clavardage qui se situe normalement juste en dessous vos fenêtres. Mais juste avant qu'on passe à la période de questions-réponses, j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur ce qui a été dit au panel et puis peut-être avoir, si nos panélistes, à commencer peut-être par vous, Monsieur Théberge, vous souhaitiez nous dire qu'est-ce que vous avez pensé personnellement de ces présentations. Eh bien, en écoutant M. Dupuis et Mme Prince, ce que j'entendais, c'est une certaine complémentarité en termes des propos. J'entendais M. Dupuis qui nous présentait un plan, une approche, et Mme Prince qui donnait des exemples de programmes qui existent actuels. Je pense que ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on peut transformer cette vision mise de l'avant par les communautés à un programme. Un programme, à mon avis, je pense, un programme qui doit être sensiblement distinct, un programme pour la francophonie en milieu minoritaire. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que, comme je disais tantôt, c'est que je n'entends pas nécessairement des contradictions à ce que M. Dupuis propose et ce que Mme Prince nous dit. Mais c'est une question de comment est-ce qu'on peut actualiser ça à l'avenir, comment est-ce qu'on peut concrétiser ce programme dans les prochaines années. Un défi, c'est qu'on on a une multitude de programmes. On a beaucoup de programmes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on peut rassembler tout ça dans une stratégie globale? Et je pense que des deux côtés, on a eu des suggestions intéressantes. Parce qu'en bout de ligne, ce qui nous intéresse, c'est concrètement comment est-ce qu'on va assurer le poids démographique des communautés au sein de la société canadienne. Merci beaucoup, M. Théberge. Monsieur Dupuis, peut-être une réaction par rapport à ces trois panels. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Bien, merci. Je pense que c'est un dossier où justement la collaboration est essentielle. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours avoir les mêmes propositions à faire, mais je pense que moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est l'avenir de l'immigration francophone ne ressemblera pas au passé de l'immigration francophone. Et il va falloir des moyens, il va falloir réfléchir à une politique publique. Je pense qu'on a fait des apprentissages à travers les dernières années qui nous permettent d'axer notre approche future dans des données probantes. Quand le commissaire, votre étude nous dit que si on avait voulu maintenir à 4,4 % dès 2003, ou le poids démographique du début des années 2000, il nous aurait fallu une cible de bien au-delà de 4,4 juste pour le maintien. Mais ça, c'est quelque chose, c'est une information majeure, je pense qu'aujourd'hui, qui doit informer notre future politique publique. Le maintien du poids démographique, ça ne veut pas dire une cible qui est équivalente à ce poids démographique-là. Il faut penser bien au-delà parce que les pressions sur les communautés francophones sont énormes. On le sait, l'assimilation, c'est majeur. On le sait qu'il y a un vieillissement de la population encore plus marqué dans les communautés. On sait que plusieurs de nos communautés sont dans des régions rurales aussi, où il y a parfois une dévitalisation économique. Et donc, le rôle de l'immigration dans ce maintien ou cette croissance du poids démographique-là doit être repensé en fonction de ces besoins-là et de ces données probantes-là.
Merci beaucoup, Alain Dupuis. Madame Prince, peut-être un peu une réaction par rapport à ces trois discours, incluant le vôtre, qui viennent d'être faits. Merci, Sébastien. Je dois remercier M. Théberge qui a toujours nous appuyés depuis longtemps et je sais que ça va continuer. Les recommandations d'Alain ressemblent nos idées parce qu'on parle souvent et nous sommes sur la même page. Plusieurs de ces idées on va partager avec notre ministre cette semaine. Comme une bureaucrate, c'est difficile pour moi de partager des choses avant qu'on a l'approbation de notre ministère et notre ministre. Mais je peux vous assurer que plusieurs des idées qui étaient partagées aujourd'hui vont être partagées avec le ministre cette semaine. L'immigration francophone, pour nous, c'est vraiment un projet de société. Et si on établit la prochaine cible, soit 5%, 6%, même 8%, il y a des répercussions. On va être peut-être comme une société d'être très content, mais il faut préparer le terrain pour ça. Surtout avec un plan de niveau de plus de 450 000 bientôt, 5% ou 8% de 450 000 est très élevé, beaucoup plus élevé qu'auparavant dans les années où on a eu une cible de 2075 000 immigrants par année. Donc, pour moi, ça veut dire que nous devrions tous, les provinces, les municipalités, la communauté francophone, il faut tous maintenant, d'aujourd'hui, commencer la préparation pour ces grands chiffres. Merci beaucoup, Madame Prince. Et on va passer à la période un peu de questions-réponses. J'ai recensé les différentes questions qui ont été posées sur le clavardage. Et l'un des premiers thèmes qui est beaucoup revenu, c'est ce qu'on pourrait appeler comment faciliter l'immigration francophone. On sait que c'est toujours très important. Et une question qui a été posée, les délais de traitement des dossiers qui varient beaucoup selon les pays en fonction de l'origine. Alain, vous aviez cité notamment à Dakar les difficultés qui sont rencontrées par le bureau d'immigration. Ma question, c'est plutôt comment justement on pourrait faciliter cette immigration francophone pour les gens et les pays africains notamment. Peut-être, je ne sais pas si Alain, vous vouliez commencer. Bien, mais je pense que c'est ça l'opportunité un peu d'une politique en immigration francophone et des nouvelles stratégies. Je pense que peut-être que pour la francophonie, il faut faire davantage de promotion que ce qu'on fait en anglais. Peut-être pour atteindre des cibles en immigration francophone, il nous faut justement que les communautés puissent aller à l'étranger et faire de la promotion et du recrutement. Je pense que l'idée ici, ce n'est pas juste d'avoir une lentille francophone dans une approche anglophone, c'est d'avoir une approche par et pour les communautés basée dans ces réalités-là, dans les difficultés de recrutement dans certaines parties du globe, dans tout ce qui vient avec aussi les retards parfois de visa, les questions de sécurité, etc. Je pense que c'est là où on veut arriver avec une nouvelle politique. C'est sûr que l'Afrique francophone, c'est là la croissance de la francophonie. On parle de 700 millions de personnes qui vont parler français d'ici 2050 et c'est presque entièrement en Afrique que cette croissance-là va se faire. Et donc, absolument, l'immigration francophone va vouloir dire beaucoup l'immigration de l'Afrique et tout ce qui vient avec les leviers nécessaires, la promotion, le recrutement dans ces zones-là du globe. Et donc là, on pense vraiment à une politique pas one size fits all, mais qui est basée dans ces réalités-là et dans des objectifs très précis pour atteindre ces objectifs-là. Et comme je disais aussi, peut-être pas une cible qu'on a sur justement un échéancier de 5 ans, mais une cible annuelle qui évolue avec le plan des niveaux, selon l'évolution aussi des objectifs globaux du Canada, selon les différentes crises qui peuvent survenir dans le monde.
On sait qu'on va accueillir beaucoup d'Afghans et d'Ukrainiens cette année et donc c'est important que notre politique en immigration francophone soit arrimée avec ces autres réalités-là du système de l'immigration au Canada. Merci beaucoup, Alain. Je sens que, commissaire, vous voulez faire aussi une réponse ou apporter un peu de lumière par rapport à ce thème de faciliter l'immigration francophone. Eh bien, si on souhaite réellement faciliter l'immigration francophone, on doit se donner les moyens nécessaires. Pour l'instant, je pense que une des questions que j'ai souvent, c'est qu'est-ce qui se passe au moment de la sélection, au moment du choix des candidats et des candidates. Et c'est une question qui me revient souvent parce que je me rappelle quand j'étais à l'universitaire, on avait déjà des difficultés avec les visas, avec les permis d'études. Et c'était Dakar. Je pense que c'est encore un problème avec Dakar. Mais je pense qu'on doit mieux comprendre, on doit mieux cerner ce qui se passe sur le terrain actuellement pour être en mesure de favoriser un meilleur choix de candidats et de candidates. Et il semble avoir des problèmes, est-ce qu'ils sont systémiques, je ne sais pas, qui font en sorte qu'il y a beaucoup plus d'obstacles à l'immigration francophone, selon moi, que l'immigration anglophone qui provient de certaines régions. Et je pense qu'on doit se pencher là-dessus et de voir comment que ça se fait. Tu sais, la question des étudiants internationaux qui sont refusés systématiquement, pourquoi? On doit se poser des questions et on doit se donner des réponses. Merci beaucoup, commissaire. Toujours sur cette question, Madame Prince, c'est vrai qu'on se dit souvent, l'immigration, ça a toujours été difficile. Là, vous nous parliez tout à l'heure de levier, et puis quelqu'un dans les questions nous disait, je suis enseignant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que j'enseigne beaucoup plus vite en contexte minoritaire? De plus, on sait qu'il y a une pénurie d'enseignants francophones. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité vraiment de faire sauter les verrous à ce niveau-là et faire qu'on dynamise vraiment cette immigration francophone une bonne fois pour toutes, avec des leviers beaucoup plus faciles? Je crois, Sébastien, oui, il y a les outils dans la boîte à outils de notre ministre pour ajouter des voies spécifiques. C'est ce qu'on a commencé à faire avec nos collègues à Paris en termes de promotion, attraction des enseignants, d'immersion des enseignants du français et de la petite enfance depuis 2018. On a ciblé nos efforts en promotion, attraction. Et c'est bien qu'il arrive au Canada, mais dès qu'il arrive, comme enseignante, il faut avoir une licence pour travailler. Donc, la reconnaissance des titres de compétences est très importante. On travaille étroitement avec nos collègues à ESDC, qui est le lead fédéral, mais nous savons que ce sont les organismes dans toutes les provinces, les organismes régulatoires qui s'occupent de la reconnaissance des titres. Donc, il faut continuer à pousser ces organismes pour faciliter les licences pour ces enseignants aussi. Merci beaucoup, Madame Prince. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser les questions sur le Q&A, je dis bien le Q&A qui est en bas de l'écran. Un autre thème qui est revenu beaucoup dans le clavardage, c'est les difficultés pour les étudiants africains d'obtenir des permis de travail en Ontario francophone et dans toutes les régions d'ailleurs, toutes les régions où le français est minoritaire. Beaucoup sont refusés par IRCC. Madame Prince, ma question s'adresse directement à vous. Est-ce que vous avez eu conscience de cet enjeu? Et encore une fois, comment on peut faciliter la venue de ces étudiants africains qui ne demandent qu'à étudier dans nos universités francophones, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses, on l'a vu avec l'Université de l'Ontario français? Oui, absolument. Et c'est un enjeu que le ministère est en train de traiter actuellement. Nous savons que l'Afrique est l'avenir. Les données nous montrent que la langue la plus utilisée d'ici 2035 va être le français. Donc, nous devrions cibler nos efforts sur l'Afrique, mais actuellement, nous avons des enjeux à réparer. Nos collègues d'opération dans le ministère, ils sont en train de
de vérifier et régler ces enjeux, il y a toujours pour les étudiants une question de retour en Afrique. Est-ce que si on donne un permis d'études, est-ce que l'étudiant va retourner à leur pays source? Il y a aussi une question de fonds. Est-ce que l'étudiant a assez de fonds disponibles pour rester au Canada pour les 4 années de leur diplôme? Ces questions-là ils ont causé des problèmes pour certains pays et certains groupes d'étudiants et nous sommes à l'étude actuellement. Merci beaucoup, Madame Prince. Une question qui a été posée également sur ce panel, c'est par rapport à la cible globale, cette cible qui doit être revue. Et quelqu'un demandait quels sont les éléments à considérer quand il sera temps de fixer une nouvelle cible en immigration francophone en 2023 et quels sont les objectifs à associer à cette nouvelle cible. Peut-être Monsieur Théberge en premier. Eh bien, dans la présentation de M. Dupuis, il a fait état des cibles qu'on devrait se donner dépendant de l'objectif. Il y a l'objectif du maintien, il y a l'objectif de la croissance. Et je pense qu'on doit certainement dépasser cette idée qu'on veut se maintenir. Je pense que quand je regarde l'esprit de la loi sur les langues officielles, c'est pour l'épanouissement et le développement de nos communautés en milieu minoritaire. Donc, premièrement, il faut se donner une cible qui est ambitieuse. Et puis, quand je pense aux paroles d'Auguste Comte, c'est pas nouveau, là. La démographie, c'est le destin, mais si on ne pose pas des gestes importants, il se peut que la démographie soit le destin. Donc, il faut se fixer des objectifs, comme je disais tantôt, ambitieux. Et pour ce faire, il faut vraiment comprendre quelle est notre finalité. Et je pense que notre finalité, c'est le développement, c'est l'épanouissement des communautés. Et je pense que c'est peut-être le critère numéro un, à mon avis, en termes de comment on fixe l'objectif. Et bien sûr, par la suite, c'est le comment. Et ça on a touché à plusieurs possibilités, plusieurs programmes, un continuum. Mais c'est clair que peu importe le continuum, on doit bonifier chaque partie du continuum. C'est pas juste certains programmes, on doit tout bonifier. Donc, et je pense que même si 16%, c'est très ambitieux, je pense qu'on doit être ambitieux si on veut assurer la pérennité de nos communautés. Alain Dupuis, 16%, c'est ce que vous citiez tout à l'heure. Est-ce que c'est une possibilité à long terme si on revoit cette cible éventuellement à partir de 2023? Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. La cible que nous avions, le 4,4 %, je suis d'accord que l'objectif est pour 2023, mais déjà, ce chiffre-là n'est plus suffisant pour les ambitions qu'on veut se donner. Moi, je pense qu'il faut envoyer un message clair aux communautés qu'on n'est pas dans la gestion du déclin de la francophonie. On croit à une croissance pour vous aussi. On croit, le gouvernement du Canada doit envoyer ce message-là, que vous avez des besoins particuliers et l'immigration est un outil, un levier puissant que contrôle le gouvernement du Canada, qui peut contribuer à changer le narratif et changer cette histoire-là de déclin. Alors, pour moi, une prochaine cible, absolument, elle doit avoir une notion de rattrapage. Le projet de loi C-13 confirme dans le préambule que les droits linguistiques ont un caractère réparateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la réparation? Ça veut dire que ce déclin-là de 6,1 % à 3,1 % si on ne fait rien d'ici, ou si les tendances se maintiennent d'ici 2036, c'est pas ça la réparation. À mon avis, il faut tenir compte qu'il y a eu un déclin, qu'il y a eu un certain travail qu'on n'a pas pu faire et qu'il faut une réparation, une croissance basée dans les besoins économiques des communautés. On sait qu'il y a des pénuries d'emplois majeures. Corinne mentionnait l'enseignement. C'est la même chose pour la santé, la petite enfance. C'est la même chose pour toutes les fonctions publiques des gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux qui manquent de personnel. Tous les domaines ont une pénurie. Les organismes communautaires peinent à recruter des gens pour assurer le relais de cette vie en français au quotidien. Donc, les besoins sont majeurs, comme
les besoins sont majeurs pour la majorité. Et je pense que ce qu'on cherche, c'est une reconnaissance de cela et que les communautés puissent mettre la main à la pâte et qu'on puisse avoir un résultat taillé sur mesure pour répondre à ces besoins particuliers-là. Toujours sur cette cible de 4,4% qui va être revue l'année prochaine, Madame Prince, Alain disait, on peut peut-être avoir une cible plus ambitieuse. Est-ce que c'est aussi votre avis? Oui, absolument, Sébastien. Le gouvernement du Canada croit dans une croissance aussi. Moi, je pense qu'une nouvelle cible dans un contexte d'un plan de niveau en forte croissance rehausse le défi de recruter et d'intégrer des milliers d'immigrants francophones supplémentaires chaque année. Et il faut non seulement les inviter, il faut s'assurer qu'ils trouveront aussi des logements. Dans un contexte d'une crise de logement, faut qu'ils trouvent des emplois et une place dans les écoles et dans nos communautés. Une cible, c'est pas juste un chiffre, c'est aussi un processus. Et je pense que tout au long du continuum d'immigration, tous les parties du continuum sont très importants, très nécessaires, de la promotion, attraction, sélection, l'établissement, jusqu'au point de la rétention. Et comme je l'ai dit auparavant, pour moi, c'est un projet de société et nous avons tous un rôle à jouer. Merci, Madame Prince. Une question, on voit que le gouvernement fédéral a cette cible de 4,4, mais les autres gouvernements provinciaux ont aussi des cibles. On peut citer l'Ontario, une cible de 5%, le Manitoba, 7%, le Nouveau-Brunswick, 33%. Ma question à vous trois, qui représentez chacun un organisme qui est le représentant du fédéral, comment on peut travailler plus avec les provinces pour arriver à cette cible, à atteindre ces cibles plutôt? Peut-être Monsieur Théberge, est-ce qu'il y a un travail qui est fait en amont avec les provinces? C'est une excellente question parce que les provinces sont des joueurs clés dans le domaine de l'immigration. Et ce qui est important aussi de réaliser, de constater, c'est que dans chaque province et territoire, les communautés sont distinctes et ils ont des besoins distincts. Donc, c'est important dans cette négociation, parce qu'effectivement, il y a une négociation qui se fait entre les paliers gouvernementaux. Lorsqu'on parle d'une cible de 4,4 %, par exemple, au Nouveau-Brunswick, où on vise certainement 33 % sinon plus, parce que ça reflète la réalité de la communauté. Donc, il y a une cible globale qu'on peut se fixer pour le pays, mais comment est-ce que ça se traduit concrètement dans chaque province? Et c'est là qu'on doit écouter les communautés et aussi que les négociations entre les paliers, que ce soit fédéral, provincial, territorial, qu'on en tient compte. Donc, ce n'est pas uniquement le fédéral qui doit jouer son rôle, c'est aussi les provinces, les territoires, en lien avec les besoins des communautés. Alain Dupuis? Oui, tout à fait. Puis je pense que ça, c'est un autre élément sur lequel on a acquis un savoir et des connaissances depuis les 15-20 dernières années et on doit adapter, oui, se doter d'un objectif national, mais comment cet objectif-là va être décliné sur le territoire. Je prends ma ville d'origine, je viens de Sudbury, on est à peu près entre 25 et 30 % de la population de cette ville-là. Bien, un objectif de 5 % pour l'Ontario, qui représente le poids démographique de l'Ontario, ça ne veut rien dire si on ne s'assure pas que l'immigration qui va à Sudbury et dans le nord de l'Ontario permet aussi un maintien dans cette région-là d'un certain poids démographique, d'une certaine vitalité, d'une capacité à vivre en français. Alors, oui, on va se doter d'un objectif national, mais il doit être décliné par province et territoire et il doit peut-être aussi être décliné par région pour tenir compte de ces réalités-là sur le terrain. Les provinces vont devoir en faire plus. Si elles n'ont pas de cible, elles devront, j'espère, se doter d'une cible. Mais aussi, on sait que dans le portrait de l'immigration,
le choix des provinces va en croissance. Alors, ils choisissent de plus en plus d'immigrants. Mais si le gouvernement du Canada ne met pas une certaine condition, on vous accorde plus de permissions d'accueillir ou de sélectionner, mais ça vient avec une condition que vous allez sélectionner ou répondre à des objectifs de bilinguisme et de vitalité de la francophonie. Bien, vous aurez, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un moyen, il y a une négociation à y avoir où les provinces doivent assumer une obligation envers la vitalité et le maintien du poids démographique également. Madame Prince, sur cette question des provinces, est-ce que l'IRCC travaille assez avec les provinces pour justement atteindre cette cible? Bien, Sébastien, vous savez que l'immigration est un champ partagé. Donc, effectivement. Oui, les provinces et territoires, ils ont un rôle très important à jouer. Parce que nous savons que les voies économiques sont les plus propices pour augmenter l'immigration francophone. Notre rôle au fédéral, ce n'est pas de forcer les provinces ou le territoire à poser telle ou telle action en immigration. Plutôt, nous voulons leur donner toutes les occasions d'atteindre leurs objectifs et nous favorisons la concertation à la confrontation. Mais moi, je crois personnellement que nous pouvons les donner les incentives. Chaque année, on les consulte pour le plan de niveau et chaque année, ils demandent plus en plus d'espace pour leur propre programme. Pourquoi pas les donner une opportunité ou de les donner plus d'espace pour les programmes PNP s'ils amènent les immigrants francophones. Ils sont aussi des employeurs importants des francophones, notamment dans le domaine de l'éducation. Et à cet égard, IRCC va donc explorer la question d'établir un corridor d'enseignants francophones et du français pour combler les pénuries dans toutes les provinces et territoires. Il nous reste 2 minutes, alors on va poser une toute dernière question et peut-être 30 secondes chacun, nous dire pourquoi maintenant on pourrait en 2022 croire enfin à cette croissance de l'immigration francophone. Qu'est-ce qui fait que ça va être le bon moment? Peut-être avec vous, Monsieur Théberge, en premier. Eh bien, je pense qu'il y a certaines conditions qui sont en place maintenant pour favoriser justement une immigration francophone plus dynamique. Nous avons de la part des communautés, de la part du gouvernement, un dialogue et une ouverture par rapport à ça. Nous avons aussi un outil que nous allons avoir bientôt, qui est la loi des langues officielles, la loi modernisée, qui va fixer des objectifs, ou pas fixer, mais un mandat d'une certaine façon pour IRCC. Donc, les as s'alignent d'une certaine façon, mais on ne peut pas manquer cette occasion. Je pense que si on manque cette occasion, parce qu'il faut se rappeler, le fait qu'on a 75 000 moins d'immigrants francophones, on va ressentir ça pour les 10, 15, 20 prochaines années. Et c'est ça l'immigration. Merci beaucoup, Monsieur Théberge. Alain Dupuis, 30 secondes pour ne pas être fataliste en 2022. Bien, moi, je suis quelqu'un qui veut toujours nous pousser plus loin. Je pense que c'est le travail de la FCFA. Mais il y a une chose, j'ai la chance de voyager avant la pandémie, bien sûr, dans nos communautés. Puis, autant qu'on est très fiers de cette vitalité, autant il y a un mot qui me vient en tête, c'est fragilité. Puis, je pense que collectivement, on n'a pas de choix que de réussir la prochaine étape. Moi, je sens une pression énorme au niveau de nos communautés pour qu'on réussisse cette fois-ci et qu'on se crée cet avenir meilleur. Et je pense que oui, on a des outils en place, mais il faut être ambitieux, il faut aller chercher les moyens et on va réussir ensemble. J'ai confiance. Le mot de la fin, Madame Prince, est-ce que ça va être le bon moment? Est-ce qu'enfin on va pouvoir atteindre cette cible, voire même la dépasser et assurer la pérennité des francophones? Écoute, moi, je pense que le temps est maintenant. Nos partenariats avec le commissaire, avec le FCFA et la communauté francophone sont plus forts que jamais. Le recouvrement économique post-pandémie est très important. C'est vraiment un cadeau.
the Chinese have a saying, never let a good crisis pass you by. Le temps est maintenant et nous sommes prêts à travailler ensemble. Merci beaucoup, Madame Prince. Ça met fin à la période de questions et ça met fin aussi à notre panel. Merci beaucoup, merci aux 3 participants, Raymond Théberge, Alain Dupuis, Corinne Prince. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup à la centaine de personnes qui nous ont suivis à travers le Canada et aussi certaines qui étaient à l'étranger. Je vous rappelle à tous que vous pouvez remplir les formulaires d'évaluation. Un lien vers le sondage SurveyMonkey va être partagé dans la section clavardage et un rappel vous sera fait l'année suivante. Le symposium sur l'immigration francophone se poursuit avec des activités. Demain, il y aura un débat sur l'accueil des personnes réfugiées. Mercredi, l'immigration francophone comme outil de relance économique. Ce jeudi, les institutions postsecondaires, des lieux au cœur de la mobilité et de l'immigration. Et enfin, vendredi, une discussion qui s'intitulera plutôt « Plein feu sur les services pré-départ ». Merci à tous. Et je vous souhaite une excellente journée et en espérant que cette rencontre orchestrée par divers intervenants vous a été utile et a bien répondu à vos questions. Merci beaucoup. Bonne journée.